Bonjour et bienvenue au studio Air et Cosmos dans lequel nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Florence Robin de l'Imatech. Florence, bonjour. Bonjour. Ça fait quelques années qu'on se côtoie, qu'on travaille, qu'on voit et je te vois évoluer dans le domaine de la batterie électrique aéronautique. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de batteries dans les avions ou dans ce qui vole d'une manière générale? Aujourd'hui, il existe des batteries déjà qui sont avec des vieilles technologies qui servent à démarrer les moteurs des avions actuels. Ça, c'est ce qui existe. Bien sûr, on entend parler de batteries pour de l'hybridation, on entend parler de batteries pour l'électrification, on entend parler aussi dans l'automobile et dans d'autres secteurs. Mais nous, l'Imatech, ce qu'on fabrique, c'est des batteries pour le démarrage des moteurs thermiques et on souhaite remplacer ces vieilles batteries par des batteries qui sont 3 fois plus légères et pas toxiques. Parce que c'est quoi le composant chimique aujourd'hui principal des batteries qui sont utilisées? On utilise quoi? Alors aujourd'hui, c'est du plomb ou du nickel-cadmium. Donc c'est des matières qui sont CMR, cancérigènes, mutagènes, réprotoxiques. Pas Toxiques, génial. pas génial. Et on veut remplacer ça par des batteries au lithium. Et donc il existe plein de lithium différents dans la grande famille des lithium-ions. Et nous, on a choisi le lithium fer phosphate. D'accord, donc c'est des matériaux qui sont plutôt faciles d'accès, qu'on peut trouver facilement. Oui, et c'est aussi pour cette raison qu'on a choisi le lithium fer phosphate, parce que déjà, ce n'est pas du cobalt, parce qu'il existe du NMC, donc lithium, nickel, manganèse, cobalt. Il existe du LCO, ça c'est les plus Bon, il y a connus, plein de ce chimie. qu'on trouve dans les ordis, les téléphones, les voitures, etc. Et le LCO, c'est lithium, cobalt, oxyde, donc dans les deux, il y a du cobalt, et le cobalt, ça pose un problème déjà Certif. sanitaire, Ouais. toxique. C'est aussi des matières qui sont dangereuses et quand elles partent en emballement thermique, elles montent à 1200 degrés. Et donc pour arriver à contenir l'emballement thermique à ces Température élevée. Ouais. températures élevées, c'est plutôt très difficile. Alors, là, tu as parlé des éléments chimiques, mais néanmoins, l'objectif final, c'est quand même d'avoir des batteries denses et légères. Qu'est-ce qu'on a comme évolution? Si on regarde par exemple depuis une quinzaine d'années, moi, je me souviens à l'époque, on était à 100 kW par kilogramme. Aujourd'hui, on est à quel niveau? Alors, pour le LFP, donc lithium fer phosphate, ce qu'on a choisi nous, on n'est pas sur des grandes densités. C'est-à-dire que là, on va être un petit peu au-dessus de 100 Wh par kilo. Oui. Et quand on rajoute le casing autour, on va descendre à 60-70 Wh par kilo. Ce qui, dans le domaine aéro, certifié avec le casing, c'est plutôt bien. On est sur Ah le haut oui, du dans panier. l'aéro, c'est très très bien, Ouais. c'est parfait. Parce que, par exemple, si on veut utiliser du LCO ou du NMC, vu que le casing va être vraiment très volumineux, enfin très, très lourd, pour pouvoir contenir l'emballement thermique, à la fin, on descend en dessous en fait, de ces watts par kilo. Donc on se retrouve avec une chimie qui est censée être meilleure, mais avec un casing qui va du coup la rendre moins bien à la fin. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on a choisi le LFP pour des questions de sécurité. Et alors, est-ce qu'il y a des perspectives encore évoluées, arriver à des densités qui sont encore plus importantes? Parce qu'on voit, encore une fois, les avions à propulsion électrique, toutes ces choses-là, il faut des vraies ruptures technologiques ou alors c'est des améliorations incrémentales qui permettront d'y accéder? Alors moi, la vraie rupture technologique, je pense que ça peut arriver, mais c'est peut-être très rare. Je pense que c'est plutôt sur de l'incrémental, l'innovation. Donc euh, aujourd'hui, la première étape, c'est de remplacer les batteries actuelles par des batteries au lithium, donc 3 fois plus légères et pas toxiques. Ça nous permet de réduire le poids et donc de réduire aussi le kérosène, On l'utilisation du va kérosène. rappeler que quand on économise 100 kg dans un avion, on économise 3,5 kg de carburant pour chaque heure de vol sur toute sa durée de vie. Donc évidemment, c'est super avantageux. Voilà, exactement. Du coup, on commence à décarboner de cette manière-là. Alors, bien sûr, ce n'est pas suffisant par rapport à tout ce qu'il faudrait décarboner, mais disons que c'est la première étape. La deuxième étape, pour nous, ça va être le More Electrical Aircraft. Donc, More Electrical Aircraft, c'est remplacer tous les systèmes hydrauliques, pneumatiques, mécaniques d'un avion. Exemple, commande des dérives. Exemple, La sortie des volets, la voilà, réchauffe, tout ce qu'on a sur le Boeing 787 par exemple. tout ça. Et d'ailleurs, les problèmes, ça peut éviter les problèmes hydrauliques parce qu'il y a des coûts de maintenance quand ça fuit, etc. Donc tout ça, en fait, on peut y remplacer par des batteries, ouverture d'une porte, même pour réduire les sections de câbles, par exemple, on peut mettre des batteries tampons, etc. Donc des batteries, on peut en mettre partout dans un avion. Donc peut-être 50, 100, enfin beaucoup de batteries. Et ça va être la deuxième étape de la décarbonation. Et la troisième étape, ça va être des systèmes hybrides ou voire électriques. Et donc dans l'hybride, il y a deux solutions.
Soit ça peut être de l'hybride, comme on le connaît dans une voiture avec un moteur électrique, un moteur thermique et des batteries. Ça peut être aussi la pile à combustible, donc avec de l'hydrogène. On va juste rappeler le concept parce que quand on imagine la voiture, on imagine que c'est quand on freine en voiture qu'on récupère l'énergie. C'est pas ça en avion. Les moteurs hybrides, c'est un moteur comme une sorte d'APU, un générateur C'est électrique ça. produit de l'électricité en continu, en tournant à un rythme qui est optimal. Et il y a une batterie qui va servir de tampon pour pouvoir aller plus haut ou plus bas dans les besoins pour répondre instantanément C'est ça. aux exigences. Et donc après, il y a l'histoire de la pile à combustible. Donc pile à combustible, là aussi, il faut des batteries. Et après, il y a le full électrique. Mais le full électrique, aujourd'hui, ça existe plutôt sur des tout petits modèles parce qu'il va y avoir des problèmes de... Ouais. bah, Pour l'instant, c'est des avions d'aéroclub, très clairement. Oui, voilà, c'est d'autonomie en fait. C'est-à-dire que ça va durer peut-être 40 minutes. C'est largement insuffisant pour faire un vol. Oui. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui, ils Commercial, en tout l'utilisent. cas. Voilà, aujourd'hui, ils l'utilisent plus pour les avions d'école, Oui. pour faire des entraînements, ce genre de choses. Peut-être plus tard, mais moi, je pense que ce sera sûrement des systèmes hybrides qui vont émerger plutôt que du full électrique. Pour les raisons qu'on connaît, hein, c'est que ça prend trop de place. Et en fait, il faudrait tellement de batteries que Ça tient pas. Donc c'est pour ça aussi que les paraît projets, très comme par compliqué, exemple, on quoi. regardait Wright Electric il y a quelques années, qui annonçait un avion de 180 sièges, 100% électrique, propulsion électrique à batterie pour 2032. Aujourd'hui, ils disent oui, on n'exclut pas de faire de l'hydrogène, de l'hybride. C'est aussi parce que cette réalité technique des batteries, ça va pas assez vite. C'est ça. Et alors, je dis pas, hein, les labos de recherche travaillent sur des nouvelles chimies. Peut-être qu'un jour, on trouvera une super chimie avec une densité d'énergie incroyable. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et en labo, on est à quelle puissance maximale au kilogramme? Théoriquement, pour le lithium, le maximum théorique qu'on arrive à trouver, c'est du 800 Wh par kilo. Et pour donner un ordre d'idée, le kérosène? Le kérosène, on est à 12 000. Oui, donc on est 15-20 fois moins C'est ça. énergétique. Bon, après, si on rajoute le moteur et le rendement, on tombe à 4 000 à peu près. Hein, Oui, et parce qu'on a que 30% d'efficacité énergétique sur le pétrole, alors que l'électricité, on a un rendement qui est quasi voilà. parfait. Et ce qu'on peut trouver sur le commerce en densité d'énergie, c'est plutôt du 400 par là aujourd'hui au lithium, Oui. Wh par kilo. Et l'hydrogène, on en parle. L'hydrogène est au-delà, est au-dessus du kérosène. Oui. 2,7 fois meilleur en termes de densité d'énergie. En densité poids, mais par contre en volume. Par contre, en très, volume, très on est gros. aussi 3 fois plus gros, enfin plus volumineux, donc il faut trouver la place de les mettre. Et puis on a aussi la grosse problématique du stockage de l'hydrogène, c'est dangereux. Donc bon, ça, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Donc voilà, il y a les problématiques de stockage, il y a les problématiques de volume. Ça peut être un petit peu dangereux. Il y a plein d'entreprises qui travaillent là-dessus, mais dans tous les cas, c'est meilleur que le kérosène, en tout cas en termes de chiffres. Mais bon, c'est vrai que le kérosène, on met dans un bidon d'essence, c'est super simple. Ouais, on s'en sert facilement. Voilà. Et quand on regarde les choses qui font un peu rêver, on parle de nanotubes de carbone, on parle de supercapacitateurs, ça donne l'impression d'être le Graal éventuellement. Est-ce que c'est des choses qui sont réalistes aujourd'hui, ou alors c'est vraiment, encore une fois, pour les labos, puis on verra ensuite? Les supercapas, elles ont leurs avantages, elles sont déjà utilisées dans certains secteurs. Après, chaque chimie, chaque technologie a ses avantages, ses inconvénients. Il faut juste trouver le bon secteur pour les utiliser. Les supercapas pourraient être utilisés dans l'aéronautique en hybridation couplée à des batteries, puisque la supercapa, ce qu'elle apporte, c'est une super densité de puissance, pas d'énergie, hein, de puissance au départ. En millisecondes, ça peut délivrer énormément de courant. Donc ça, c'est vraiment Pour allumer un l'avantage. moteur, c'est pas intéressant? Ah si, justement, c'est pour ça, on pourrait les coupler aux batteries, mais toujours la problématique, c'est le poids, parce que c'est à la fois volumineux aussi, hein, une supercapa, et c'est lourd, plus lourd qu'une batterie. Donc c'est pour cette raison que finalement, c'est pas la bonne solution. Maintenant, c'est utilisé plus aujourd'hui dans tout ce qui est transport, où il faut faire des accélérations, des décélérations, une seule fois l'un à l'autre. Par exemple, dans le ferroviaire, ce serait super intéressant, je pense. Parce que voilà, une accélération, une décélération, là, ce serait vraiment la bonne technologie, surtout qu'il y a de la place, le poids, le volume. Bon, dans un train, Donc il c'est faut peut-être vraiment moins. des batteries différentes dans chaque type d'environnement, qu'on soit industriel, aéronautique, terrestre, etc. Encore du boulot. Je reviens à l'Imatec. L'Imatec, du coup, ça fait quand même quelques temps que tu travailles sur cette batterie qui est maintenant... est-ce qu'elle est certifiée aéronautique?
Alors, presque. Presque. On est y sur est la fin. presque. Ah ouais, on est vraiment sur la fin. C'est-à-dire que pour donner toutes les étapes, d'abord, on a fait l'EN 9100, donc c'est le système de management de la qualité qu'on a certifié au niveau de l'entreprise. Donc ça fait depuis 2018 qu'on est certifié. Chaque année, on le renouvelle. Ça nous permet de designer de manière aéro. Ensuite, on a passé notre certification de nos lignes de production Qui sont basés où? à Vorep, dans la région iséroise, à Près de côté de Grenoble. Grenoble. Voilà. Ouais. Du coup, ça, c'est la ligne de production. Elle est certifiée. Donc, bon, dans le jargon aéro, ça s'appelle PARD 21G. Et donc, pour traduire, c'est qu'elle est certifiée aéronautique. Ça veut dire qu'on peut produire des batteries aéronautiques. Ça veut dire que tu produis. Est-ce que tu as le droit de dire tes clients? Alors, je peux vendre des batteries bons pour essai en vol grâce à ça. Mais je ne peux pas encore vendre pour des fins commerciales, pour mettre dans des avions commerciaux. Ça arrivera bientôt après la certif. Bientôt. Donc après, la dernière certif qui nous manque, c'est la certification du produit lui-même. Donc ce qu'on a fait ces derniers mois, c'est qu'on a passé tous les tests de qualification, on a fait tous les rapports de test, on a tout envoyé aux autorités européennes, donc qui sont l'EASA. Ils ont tout reçu. On a fait déjà plusieurs échanges, ils sont même venus voir des tests, etc., les plus critiques justement. Et là, on attend le papier officiel, quoi, le tampon, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le TSO. Quoi. Et le marché potentiel pour vous, il est finalement illimité. Tous les avions de ligne à rétrofiter, plus tous les nouveaux appareils. Et je parle même des hélicos, enfin on est vraiment plus large que les avions. On parle d'un marché juste sur le remplacement des batteries actuelles, des avions de ligne actuels, pour toute l'aviation en général. On est sur un marché d'1 milliard de dollars annuels par an, avec une augmentation de 4,4% par an. Ça, c'est pour ce marché-là. Après, si on regarde le marché du MEA, More Electrical Aircraft, qui commence, on peut rajouter 600 000 déjà, aujourd'hui, et puis ça va augmenter. Donc on ferait 1,6 million du coup, en tout. Et c'est un petit marché, c'est vrai, c'est un marché niche, si on compare au marché global de toutes les batteries, ce qui est à 100 milliards annuels, c'est quand même, c'est pas la même chose. Mais c'est un petit marché, mais on n'est que 6. Et ça, c'est bien, parce que du coup, ça nous fait des grosses parts de gâteau à chacun. Et sur ces 6, il y a 5 Américains, un Français. Donc, du coup, on est le 7e. Et sur ces 6, il y en a qu'un qui fait du lithium aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les autres n'en font pas, mais il y en a qu'un qui a réussi à certifier une batterie au lithium, et c'est un Américain. Donc, on est champion Européen. champion européen, c'est une excellente Solution nouvelle. européenne sur un marché international, j'aime bien dire cette phrase. Et les perspectives industrielles, aujourd'hui tu t'es installée en France parce que tu es française à la base, mais est-ce que tu te vois grandir en France et Alors c'est continuer stratégique quand même la France, Oui, parce bah oui, que pour les dans l'aéro, il y a quand même beaucoup d'aéronautique en France, même en Europe. On va sait dire qu'on que a c'est du une mal place aussi à très recruter, il y a stratégique. des difficultés. C'est 30% marché aéro en Europe, 30% aux États-Unis, 30% en Asie et puis 10% le reste du monde. Et oui, c'est vrai qu'on a un peu du mal à recruter. C'est pour ça que je pose la question, on mettra le lien vers ta plateforme. Nous, aujourd'hui, on n'a quand même pas tant de mal que ça, parce qu'on est une entreprise avec du sens, on attire vraiment les talents. Maintenant, je pense qu'on est tous un peu dans les mêmes galères. Aujourd'hui, il y a le plein emploi. Mais on va dire que nous, on fait partie de ceux qui s'en sortent pas trop mal. Eh ben Florence, félicitations, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Levée de fonds? Ah oui, alors on est en pleine levée de fonds aujourd'hui. Excellent. C'est pour ça que vous étiez à Vivatech récemment? Oui, alors là, je suis en ce moment en plein dans le salon Vivatech. Alors, c'est parce que j'ai une double casquette. À la fois, j'y vais pour l'Imatech, à la fois, j'y vais en tant que membre du board de Start Industrie, qui est l'association qui représente les 2500 startups industrielles françaises. Donc, on a fait une petite vidéo, etc. Donc, double raison. Donc, on fait beaucoup de lobbying, etc. pour aider les startups industrielles à lever des fonds, par exemple, parce que c'est un point très, très stratégique. Et du coup, par rapport à ça, d'ailleurs, et le gouvernement vient de faire un petit changement, et ça, je pense que c'est bon à savoir. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si tu le sais. Depuis janvier 2024, le gouvernement a fait un petit changement dans les lois fiscales. Et sachez que maintenant, pour les entreprises style start-up industrielle, JEIR, Jeune Entreprise Innovante de Rupture, ça vient de sortir, c'est tout nouveau, on est en train de faire le dossier là, il y a une défiscalisation à hauteur de 50% pour les 4 prochaines années. Pour tous ceux qui vont investir dans ces startups-là. Et du coup, en discutant avec les autres startups industrielles, on se met tous à faire du financement participatif
pour aller chercher du coup l'épargne des Français, parce que vu que les fonds d'investissement classiques ont un peu peur des startups industrielles, il n'y a que, on va dire, les fonds publics qui fonctionnent très très bien. Eh bien, on va aller chercher du financement de manière autre, d'une autre manière, et surtout, même pour moi, hein, même pour mes associés, même pour tout le monde, en fait, on veut tous défiscaliser nos impôts, et à 50%, c'est du jamais vu. Ah bah excellent. Voilà. Deux bonnes nouvelles alors, vous avancez et on peut investir. Et en plus, on Pour peut ceux qui peuvent. investir, et d'ailleurs, c'est sur le site internet limatech.énergie, où il y a l'onglet investisseurs, et là, on peut faire des intentions d'investissement avant que la Écoute, plateforme soit ouverte. on va préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais qu'on croit en toi Merci. depuis des années et qu'il faudrait continuer. Florence, un grand merci. Merci Xavier. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Eric Cosmos.